Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Donc la coupure de l'été est terminée et nous sommes revenus. Voilà. Donc nous allons essayer aujourd'hui avec mon ami Mohamed de passer en revue un peu la situation des libertés à travers le monde tout en focalisant sur l'Algérie. Mohamed, bienvenue. Mohamed Bakir, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je sais que tout le monde le connaît. Azoulé Youssef, azoulé aux amis qui ont bien voulu venir. Alors, voilà, depuis quelques années maintenant, mine de rien, peut-être depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons vu des limites des pays dits démocratiques. Hein. Par exemple, la guerre en Ukraine racontée en Occident est souvent subjective. Et puis donc il y a eu un autre conflit, celui du Moyen-Orient, où on va dire les masques sont tombés. Donc malheureusement, on a vu que ce qu'on a appelé les droits humains n'étaient pas toujours respectés pour tous les humains. Donc il y a aujourd'hui une perception de ce monde dit démocratique qui est un peu à côté des vraies valeurs humanistes. Hein. Et donc, automatiquement, ça influe sur les régimes qui sont eux-mêmes autocratiques, si ce n'est pas dictatoriaux, comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme d'autres pays. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed? Tu m'as dribblé. C'est pas grave. Ok, c'est pas un problème, on va s'adapter. Donc j'avais essayé de préparer quelque chose, mais je diffuse, donc ça servira toujours, c'est pas perdu. Alors, le cœur de ta question, c'est le double standard. C'est-à-dire qu'il y a un discours donné sur les libertés, sur les droits de l'homme, et il y a la réalité de sa traduction sur le terrain, selon qu'il s'agisse d'une situation ou d'une autre. Je pense que ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que, par exemple, les droits de l'homme ont toujours servi de pression dans un certain nombre de discussions entre États. C'est-à-dire que, par exemple, les États européens, quand ils ont affaire à un État de la rive sud, la question des droits de l'homme vient sur la table de discussion comme pression, comme levier de pression. Mais c'est vrai que la phase que nous sommes en train de vivre, elle comporte énormément de leçons. Jusqu'à présent, la question des droits de l'homme était, disons, les limites de la question des droits de l'homme étaient perçues d'un point de vue théorique. Et ça pouvait sembler comme des positionnements idéologiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt acquis à la liberté d'entreprendre, dans le marché, etc., ben, il dira les droits de l'homme sont essentiels, etc., etc. Et quelqu'un qui est sur une vision plutôt socialisante, ben, il dira les droits de l'homme, c'est pas évident, c'est plutôt une marchandise idéologique, etc. Mais la phase où nous sommes actuellement, elle nous permet de toucher la réalité des choses. Elle nous permet de toucher la réalité des choses. Sur l'Ukraine, on a bien vu la couverture médiatique, comment est-ce qu'elle est orientée, et on comprend que les médias ne sont pas aussi libres, aussi neutres qu'on veut bien nous le dire. Et on confirme ça avec la question palestinienne. Donc avec la question palestinienne, on voit aussi que le double standard, et même le standard unique, mais dans un seul sens, univoque, le standard univoque, est pesant dans le traitement médiatique, dans l'approche des questions. Alors, est-ce que cela doit nous amener à dire que la question des droits de l'homme ne doit pas nous préoccuper, que les valeurs démocratiques et la défense des principes humanistes doivent nous être étrangers? Ou bien, est-ce qu'on doit
faire preuve de naïveté et dire que oui, c'est des valeurs occidentales, il faudrait qu'on soit dans le mimétisme à leur égard. Je pense qu'il faut être ni dans l'une des attitudes, ni dans l'autre. Voir la réalité telle qu'elle est, et en même temps, se poser la question, comment est-ce que... Parce que, finalement, la question des droits de l'homme, la question des libertés, c'est celle de l'émancipation. Et qui est-ce qui tend vers l'émancipation? Qui est-ce qui aspire à l'émancipation? Généralement, c'est les gens qui sont opprimés. C'est les gens qui sont dominés. Donc cette aspiration est une aspiration positive. Par contre, l'instrumentalisation qui peut en être faite, on doit être attentif. Très bien. Alors, je t'ai dribblé, donc je reviens un peu Alors, à ce que tu voulais dire. Alors, la parole est à toi. Donc, tu avais donc, je pense, un autre regard sur des questions autres. Je te laisse le soin. C'est surtout que, quand tu m'as proposé le thème, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit que ça ne sert à rien de sérier les situations, que de dire les Rohingyas, ils sont opprimés, les Kurdes le sont, les Amazirs le sont, etc. On va faire un listing des situations où il y a des atteintes aux droits de l'homme. Par contre, à mon avis, ce qui serait intéressant à discuter, c'est d'abord le caractère social des libertés, des droits de l'homme et leur concrétisation dans une société donnée. Donc d'abord essayer de regarder d'un point de vue historique à quel moment il y a eu extension des libertés, dans quelles conditions il y a eu extension des libertés. Il est certain que dans les sociétés féodales, la liberté était toute relative. Peut-être pour les seigneurs, elle existait, mais pour les serfs, pour les petites gens, c'était vraiment quelque chose de très relatif. Donc, historiquement, l'apparition des États westphaliens, donc des États-nations, constitue le premier moment d'élargissement des libertés. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va sur des États institutionnalisés, on va vers le respect des souverainetés. Là, c'est des souverainetés nationales pour le moment. C'est le premier moment d'extension des libertés. Ensuite, on va avoir d'autres moments qui vont intervenir. La guerre d'indépendance américaine, qui est un moment essentiel dans l'histoire humaine, avec la déclaration d'indépendance, et par la suite, la guerre de sécession, qui a amené l'abolition de l'esclavage. On a aussi la Révolution française, qui est un moment clé, puisqu'on nous dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est le premier article de la Déclaration universelle des citoyens, des droits de l'homme et des citoyens. Donc la Révolution française constitue aussi un moment charnière dans l'extension des libertés, surtout qu'elle concrétise la philosophie des Lumières qui a progressé sur qui a maturé sur tout un siècle. Et on a des moments dans le XXe siècle, la révolution bolchevique, même si par la suite elle va dévier dans une dictature, etc. La révolution turque, l'arrivée d'Atatürk et l'abolition du califat ottoman, et les guerres d'indépendance aussi. Donc c'est des moments charnières dans l'extension des libertés, la proclamation des droits, mais en même temps, ce cheminement se fait dans des sociétés qui sont des sociétés conflictuelles. Ça veut dire que dans les sociétés, il y a des intérêts qui s'entrechoquent. Et à partir du moment où il y a entrechoquement entre des intérêts, il y a des visions qui vont avec. Il y a des visions qui vont avec. On est tous habitués au discours qui dit que la liberté, c'est aussi la liberté c'est la propriété, c'est la liberté du marché, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a l'aspiration à un droit syndical, à des droits citoyens, etc. Et finalement, les libertés, le niveau de concrétisation des libertés est toujours une question de rapport de force. Et ce rapport de force restera limité tant que les sociétés portent des intérêts conflictuels. Pourquoi j'aborde cette question? Parce que ça permet d'objectiviser l'analyse de la réalité des droits et des libertés dans une société. En France, par exemple, ce qu'on a abordé tout à l'heure, le traitement médiatique de la question palestinienne ou de la guerre en Ukraine découle de ça, découle de la contradiction d'intérêts qu'il y a dans la société française. On voit bien que les médias
sont accaparés par des détenteurs de richesses. Et ces détenteurs de richesses, ben, normalement, ils défendent leurs intérêts propres, ils ne défendent pas les intérêts de toute la société. Et les gens qui les contestent font de même, parce que la contestation part à partir d'intérêts particuliers. Ça, on y est habitué, c'est un petit peu la réalité du XXe siècle. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde qui est en train de changer, dans un monde qui est en mutation. La plus grande mutation qu'il y a dans notre monde, c'est que nous sommes soumis au pouvoir d'une finance globalisée. Aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui apparaît à l'échelle planétaire, c'est celui de la finance, c'est celui des marchés. On a bien vu, par exemple, pour rester dans l'actualité française, dès qu'il est question d'un gouvernement Nouveau Front Populaire, on dit « Ah, attention, les marchés ils vont nous sanctionner. Attention, on ne pourra pas mettre en place n'importe quelle politique. » Donc, on se rend compte qu'il y a un pouvoir quelque part, qui est un pouvoir qui dépasse les souverainetés nationales ou les souverainetés populaires. Et la nature même de ce nouveau pouvoir ne le porte pas à la défense des libertés, ne le porte pas à l'élargissement des droits. Ce qui pourrait expliquer la multiplicité des cas aujourd'hui où les libertés sont en régression, où les libertés sont battues en brèche. Toujours dans la même logique, si on regarde l'histoire du XXe siècle, on va voir que les atteintes aux libertés, les pouvoirs despotiques, les pouvoirs dictatoriaux ne sont l'apanage ni d'un camp ni de l'autre. Lorsqu'on voit les bourgeoisies d'Amérique latine, ou la bourgeoisie portugaise, ou la bourgeoisie espagnole, ou même grecque, elles ont soutenu des dictatures. Et des dictatures qui sont vraiment très dures, très contraignantes. Et de l'autre côté, on a vu que des systèmes dits socialistes ont fait naître des Ceausescu, ont fait naître des Enver Hoxha, et les atteintes aux droits de l'homme sont quasiment aussi atroces. Donc il n'y a pas un monopole d'un côté ou de l'autre. La problématique, c'est une problématique qui se pose à tous les systèmes que les êtres humains, que nous tous, nous arrivons à mettre en place. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a la globalisation de la finance, un pouvoir global, mais en même temps, il y a des problématiques majeures qui se posent à l'humanité. C'est la question du changement climatique, c'est la question de l'accès aux ressources, y compris des ressources vitales, hein, comme l'air, comme l'eau. Et ces questions-là, elles posent des questions de droits humains qui sont cruciales. Et la façon de résoudre ces questions-là peuvent se résoudre dans le sens de la liberté, comme ça peut se résoudre dans un sens antilibéral, dictatorial. Demain, peut-être qu'il y aura des monopoles. Il y a des endroits déjà où il y a des monopoles sur l'eau. Il y a des endroits où les gens sont complètement délaissés, n'ont pas accès à des services publics, etc. Et sans ces conditions-là, la liberté est un vain mot, c'est juste une proclamation. Et la connexion, par exemple, avec l'Algérie, elle se situe où? Elle se situe au niveau des liens avec les pouvoirs oligarchiques au niveau mondial. Le pouvoir algérien monnaie sa reconnaissance par les autres, par les forces qui sont puissantes au niveau planétaire. Il les monnaie en sous-main, et cela lui permet d'appliquer ses politiques sans trop devoir rendre de compte devant l'opinion mondiale. Donc c'est des questions qui sont chevêtres. Justement, l'Algérie. L'Algérie, elle va organiser dans une semaine une nouvelle mascarade électorale. L'Algérie existe depuis 62 ans, mais n'a jamais organisé une vraie élection présidentielle. Mais il y a 5 ans, il y a eu le début du Hirak, et beaucoup de gens, dont moi-même, nous pensions que jamais la mascarade électorale ne serait possible. Que s'est-il passé, Mohamed, pour que ça soit encore possible? Alors pourquoi est-ce que c'est encore possible? Parce que bon, à mon avis, c'est ma lecture, c'est que le mouvement populaire n'a pas encore atteint ses objectifs. Je ne pense pas que le mouvement populaire soit éteint ou qu'il soit vraiment
on recule. Je pense qu'il est encore toujours là. Mais la maturation qu'il a connue, parce que si on prend les manifestations sur une année et demie, 2 ans, on remarque une radicalisation du mouvement populaire et une montée en puissance, une montée en qualité. Les premières manifestations étaient contre le 5e mandat. Et petit à petit, on va sur d'autres thématiques, on va sur d'autres problèmes et on va sur d'autres revendications. Les premières manifestations, c'était des quasi-manifestations de soutien à l'armée. Alors que vers la fin, le lien avec l'armée était devenu un lien ténu, un lien qui allait être même coupé si les manifestations avaient continué. La direction de l'armée s'est opposée au mouvement, pratiquement dès les premiers mois. Oui, mais à travers le général Gaïtsa. Oui, il y a le discours qui est hérité au niveau algérien. Malheureusement, c'est un atavisme, même si c'est un frein. C'est de considérer que l'armée est une institution essentielle dans la construction et la construction sociale algérienne. Et tout le monde a l'habitude de dire oui, mais on critique les généraux, mais on ne critique pas l'institution. L'institution, elle est essentielle pour le pays, etc. etc. Ça, c'est un atavisme. Par contre, la prise de distance qu'on a remarquée au niveau des manifestations populaires, elle est réelle. Bon, mon point de vue personnel, si tu veux que je le dise. Ah oui, c'est là pour le donner, hein. Ce n'est pas pour le cacher. Hein. Oui, c'est que l'armée telle qu'elle s'est constituée, pouvait être un élément positif dans la construction nationale. L'armée algérienne s'est constituée essentiellement autour de l'armée des frontières. L'armée des frontières, c'était des djounouds de l'intérieur, des civiliens de l'intérieur, qui ont été affectés aux frontières pour qu'ils soient formés sur le plan militaire, sur le plan scientifique, sur le plan administratif. Donc c'était un petit peu la construction du noyau de l'État national. En 62, quand c'était l'indépendance, il y avait 2 possibilités, il y avait 2 choix possibles. Les choix possibles, c'était que l'armée prenne le pouvoir, que la bureaucratie, c'est une bureaucratie militaire, hein, qu'elle prenne le pouvoir et qu'elle impose ses vues. C'est ce qui s'est passé. L'autre possibilité, c'était quoi? L'autre possibilité, c'est que les djounouds qui sont partis à l'armée des frontières reviennent à l'intérieur du pays et chacun réintègre sa wilaya historique. Et à partir de ce moment-là, on reste dans le cadre de la construction nationale telle qu'elle était menée dans le cadre de la guerre de libération. Or, ça, Boumedienne n'en a pas voulu. Boumedienne, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est rentré, il s'est imposé par les chars. Et en s'imposant par les chars, il a imposé l'appareil administratif colonial. Parce qu'il y avait 2 appareils administratifs à l'intérieur du pays en 62. Il y avait l'appareil administratif colonial, gouvernement général, département, daïra, mairie. Et il y avait l'appareil politico-administratif du FLN, qui étaient les 6 wilayas avec leurs conseils, avec leurs zones, les commissions de zone, etc., etc. Donc en vérité, en 62, il y avait 2 États sur le terrain. Et l'armée des frontières, d'abord elle s'est imposée comme une armée de métier, pas comme une armée révolutionnaire. Et deuxièmement, elle a validé les institutions de l'État colonial au lieu de l'État national algérien. Donc cette armée n'est pas l'ANP. Et pour anecdote, c'est que cette dénomination d'ANP ne résulte d'aucun décret. Elle ne résulte d'aucun décret. Elle résulte de quoi? Lorsque Boumedienne est rentré, il arrive aux alentours de Boussaada, il se dit, bon, là on arrive dans le dur, on a cassé la gueule aux gens du Constantinois, mais là on arrive dans le dur, on arrive sur la wilaya 4 et la wilaya 3, historique, et on va se retrouver ALN contre ALN. Ça pose problème. Il faut identifier les équipes. Ces 2 équipes différentes, il faut les identifier. Eh bien, il a décidé avec ses copains que lui, il allait s'appeler ANP. Il a décidé. Donc, il n'y a eu ni décret du CNRA, ni décision du GPRA, il n'y a rien eu. La dénomination ANP est tombée de la bonne volonté de M. Boukhrouba Mohamed. Et c'est ce qui fait que, par exemple, dans le conflit entre la wilaya 3 et la wilaya 4,
la dénomination ANP dans la bouche des Moudjahidines de l'intérieur, notamment dans la crise du FFS. Quand on disait ANP, c'était une insulte. C'était dit sur le ton de l'insulte. Alors, est-ce que ce corps-là est l'ossature de l'État algérien? Je ne pense pas qu'il y ait cette légitimité. C'est un état de fait, oui, c'est un état de fait. Et la chose qui aggrave, c'est pour ça que je pense que les politiques devraient quand même prendre leur distance avec le discours patriotard de l'ANP on ne touche pas, l'ANP on ne critique pas, etc. On connaît tous des gens autour de nous qui sont dans l'armée et on sait à quel point les affaires c'est leur première préoccupation. Alors, une armée qui est habitée par l'affairisme, ça c'est quand je suis positif, hein, affairisme c'est positif. Mais quand on dit qu'elle est habitée par la corruption, je ne vois pas quel crédit qu'on peut donner à une telle armée. Moi, sincèrement, on nous dit qu'il peut y avoir des conflits, que l'Algérie serait menacée à gauche, à droite. Sincèrement, j'ai peur. Parce qu'une armée qui est corrompue, je ne vois pas ce qu'elle peut faire sur le terrain de combat. Très bien, Mohamed. On ne va pas embêter nos amis, on va leur donner la parole, comme ça tu pourras rebondir. Hein. Déjà, allez, il est en train de soulever. Ça, tu le gardes pour toi. C'est le bien que je vais donner aux gens qui veulent prendre la parole, bien sûr. Merci tout le monde. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Puisque vous parlez de l'armée, que bon, là c'est juste en premier lieu, c'est que Bougaa et Ben Aouda et bien d'autres, c'est que il disait, surtout pendant le Hirak, j'ai entendu, en particulier Bougaa, il dit que, d'ailleurs il a, quand il était invité à Alger, à la CLBT, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas le nom de l'organisation dont il a été invité. La première chose, il est précis de le dire d'ailleurs, il a dit que l'ANP n'a jamais été l'héritière de l'ALN. C'est ce que vous venez de dire. C'est d'ailleurs le conflit. C'est l'origine du conflit, de la crise aujourd'hui. C'est la crise de la légitimité. Par contre, ma question, aujourd'hui, est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est possible d'aborder cette question d'une manière sérieuse, plus que le conflit qui a été déroulé pendant la génération révolutionnaire? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, notre génération peut aborder, même si le Hirak, si je peux dire, il a échoué sur bien sûr, la terminologie qu'il a utilisée ne contribuait pas à la sortie ou à trouver de solutions dans le cadre de Hirak. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, après le Hirak, c'est possible qu'on va y aller vers cette discussion, ce débat sérieux sur la question de l'armée, puisque c'est la clé du problème qu'on a vécu et jusqu'à présent. Merci. Bien sûr. À mon avis, la discussion sérieuse qu'il faut avoir, c'est sur l'État. Sur l'État en lui-même, sur l'État algérien en lui-même. Parce que l'État tel qu'il a été conçu, j'ai dit en partie que c'est une reconduction de l'État colonial. C'est une reconduction de l'État colonial. Avec d'autres travers. On a parlé tout à l'heure, j'ai discuté avec Youssef. La doctrine identitaire d'aujourd'hui, c'est exactement le mémorandum qui a été envoyé en 1948 par la direction par le CERI à l'ONU. C'est une vision réductrice, pleine d'exclusion, pleine d'approximations, etc. Une vision où l'État ottoman est ancêtre de l'État algérien, alors que Jugurtha et Massidissa ne le sont pas. Ou du moins, c'est un lien très ténu, très lointain. Donc, à mon avis, la question de l'armée doit faire partie de la discussion autour du nouvel État algérien. Parce qu'aujourd'hui, l'État en place n'est pas réformable. L'État en place,
il y a tellement d'exclusion dans ces fondements, il y a tellement d'étroitesse dans ces fondements, il y a tellement d'approximation dans ces rapports avec la société algérienne, que cet État est devenu un danger sur la société. C'est un État qui est dangereux pour la société algérienne. Il a atteint ses limites aujourd'hui. Très bien. Donc, allez. Moi, la question que je pose, est-ce que nous avons un État? Parce que c'est une mafia de voyous, une mafia politico-financière qui s'est accaparée des institutions de l'État. Donc nous n'avons pas d'État, nous avons une mafia. Cette mafia est composée de généraux. Donc l'État, c'est les militaires. Alors, ces militaires, aujourd'hui, qui ont des intérêts un peu partout. Nous savons bien quand Meglaghed Saleh, il a fait un voyage aux Émirats, parce qu'ils ont des intérêts. Et il y a des lobbies, ils ont bradé le pays pour les Émirats, pour le Qatar. Et ils empêchent toute émergence d'élite, de personnalités, intellectuelles, politiques, associatives, artistiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée elle-même n'est pas le danger qui guette l'Algérie? Merci. Tu réponds, comment tu regardes? Question-réponse, on ne va pas s'éterniser. Comme ça, tu n'oublies pas et puis c'est plus fluide, quoi. Alors, il n'y a pas d'État en Algérie ici, il y a un État. Ce n'est pas un État démocratique, ce n'est pas un État social, ce n'est pas un État populaire, ce n'est pas un État qui a un ancrage populaire. Oui, mais il y a un État. Il y a un concept qui a été forgé par des sociologues, notamment américains, mais ils ont un représentant français, malheureusement il est décédé, il a travaillé sur l'État au Cameroun et tout ça. C'est Jean-François Médard. Il a travaillé sur le concept d'État néo-patrimonial. C'est quoi l'État néo-patrimonial? Donc c'est un État qui, d'apparence, est un État démocratique, d'apparence, c'est un État institutionnel. On ne parle même pas de démocratie, c'est un État dans lequel les pouvoirs sont institutionnalisés, mais dont le fonctionnement réel est un fonctionnement patrimonial. Ça veut dire que c'est comme si c'était un émir ou un sultan ou un malik ou je ne sais pas, qui est à la tête de l'État et qui décide. Il compte qui il veut, il gratifie qui il veut, il punit qui il veut, etc. Donc c'est un fonctionnement qui est contradictoire, parce qu'il y a l'apparence institutionnelle et il y a la réalité patrimoniale. Ça, c'est un concept qui existe et qui s'applique à beaucoup d'États postcoloniaux. Beaucoup d'États postcoloniaux sont dans cet État-là. Et l'État algérien, il répond exactement aux différents critères de cette catégorie. Malheureusement, les sociologues algériens n'utilisent pas beaucoup ce concept, parce que c'est un concept qui est radical, qui vous amène à des positions qui sont tranchantes. Si on a un État néo-patrimonial, ça veut dire qu'il faut se battre pour un État social. Un État qui est en adéquation, qui est l'émanation de la société. Chose que nous n'avons pas. C'est vrai que dans ce cadre-là, les intérêts qui commandent au positionnement des décideurs, c'est des intérêts personnels. Et le fonctionnement entre eux est un fonctionnement de type mafieux. On va reprendre un moment clé, le CNRA du Caire. C'est un moment clé dans l'histoire du pays. Ils se sont réunis. Alors, sur l'orientation politique, pas la moindre, pour choisir le socialisme. Pour choisir le socialisme, l'unanimité. Ils étaient tous d'accord. Unanimité sur l'orientation socialiste. Pour désigner le bureau politique, on a eu une guerre civile. Comment est-ce que des gens qui sont capables de faire l'unanimité sur un projet, un choix de société, ils arrivent à être tous d'accord, le choix de société, ok, alors le socialisme. Mais pour désigner le bureau politique qui va réellement appliquer ce choix, ils étaient incapables. Il y a eu le groupe de Oujda, le groupe de Tizi Ouzou, etc., etc. On connaît tous l'histoire. Mais ça renseigne sur la réalité. Parce que les questions doctrinales, les questions politiques, réellement politiques, ils s'en foutent comme de l'envie.
Tu veux faire du socialisme? Allez, unanimité. Tu veux faire du capitalisme? Unanimité. On fait autre chose? Unanimité. Parce que c'est pas ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est les postes de pouvoir. Parce que c'est là où on a les leviers pour décider, pour orienter, etc. Et ça, c'est dès le début. Parce que c'est pas dans l'acte fondateur même de l'État algérien, on est dans cette logique. Aujourd'hui, ce sur quoi on devrait réfléchir, c'est comment construire un État qui soit réellement l'émanation de la société. Comment arriver à un nouveau contrat social où les citoyens vont se réaliser. Ce n'est pas une petite chose. Parce que c'est de dire que l'État qui a existé jusqu'à aujourd'hui, c'est un État antisocial. L'échec auquel il a abouti, eh ben, c'est le résultat obligatoire, c'est ce résultat-là auquel il pouvait aboutir. Bien sûr, on peut épiloguer sur le développementisme, par exemple, la politique de Boumedienne. La politique Boumedienne, on la prend et on va essayer de la mettre en rapport avec le plan de Constantine. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Il a repris le plan de Constantine. Ça veut dire que le pouvoir qui s'est mis en place en 1962 ne pouvait pas échapper à la conclusion à laquelle De Gaulle lui-même était arrivé. De Gaulle est arrivé à la conclusion que l'adhésion des gens à l'insurrection FLN, elle avait des fondements socio-économiques. Donc il fallait répondre aux attentes des gens. Et il a mis en place, il a projeté de mettre en place une politique pour élever le niveau de vie des gens, donner des logements, scolariser les gens, etc. etc. Quand l'armée des frontières est arrivée, elle ne pouvait pas échapper à ça. Donc elle a fait la même chose. Elle a fait la même chose. Mais un véritable pouvoir national, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dû permettre à la société de se structurer, de s'organiser. Ce qu'on constate, c'est que le pouvoir qui s'est mis en place, il a brimé la bourgeoisie. Il a empêché la bourgeoisie de se cristalliser et de se développer. Il a brimé le milieu ouvrier. C'est le milieu qui a été le plus brimé. Il a brimé le peu d'espace intellectuel qu'il y avait, les étudiants, les écrivains, etc. Et il a la société civile. Et il a construit une petite base sociale bureaucratique, une petite bourgeoisie bureaucratique, qui lui a servi de soutien. Les PDG, donc de sociétés nationales, les responsables de l'administration, etc., etc. C'est ça la réalité du pouvoir algérien. Mais il n'y a pas beaucoup d'études sur ça. Encore. Alors, Bakir, bienvenue au café littéraire, le légendaire café littéraire de notre ami Youssef Zirer. Les intellectuels sont censés aider à l'émancipation des sociétés. Alors, qu'en est-il des intellectuels algériens? Nous avons l'impression que l'Algérie a été vidée de ses intellectuels. Est-ce qu'elle a été vidée? Je ne sais pas si elle a été vidée. Mais malheureusement, on a été... Alors, quelque part, je ne sais pas si c'est ça que les gens disaient dans les manifestations, quand ils disaient pas d'idéologie. Hein. Mais je pense qu'on a été dans la suridéologisation. Ce qui veut dire qu'on se déterminait par rapport à des idéologies et non pas par rapport à notre propre réalité. Et les intellectuels étaient dans cette attitude-là. Je suis marxiste, donc je vais prendre mes schémas marxistes et je vais les défendre comme si c'était la réalité. Je suis libéral, je vais prendre mes schémas libéraux et je vais les défendre comme si c'était la réalité. Mais la réalité en elle-même, très peu de gens l'ont étudiée. On a eu 2 sociologues qui travaillaient sur les réalités algériennes, ils ont été assassinés. C'est Boukhobza et Eliabès. Disons que c'était le noyau de l'école sociologique algérienne. Ils ont été liquidés. Souvent, nos analyses, nos débats sont des débats qui viennent d'ailleurs. Très souvent, il suffit de regarder le journal dans les années 90 et tout ça. Il suffisait de regarder le journal de TF1 pour savoir quelle allait être l'intervention d'un certain nombre d'acteurs politiques le lendemain dans une assemblée générale ou dans une réunion. Je pense que ça fait partie de notre mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étude réelle de notre réalité. Est-ce que l'on est capable aujourd'hui? Prenons la question de l'État. Prenons la question de l'État. On a des structures qui ont survécu sur des millénaires. Hein?
C'est des structures qui ont survécu sur des millénaires. Aujourd'hui, quelle est l'attitude de l'État algérien vis-à-vis de ces structures? Ben, l'État algérien, il considère que Tejmat est une association sociale. Il a 4 ans chez les Tejmat, il a 4 ans c'est une chef d'Iran, à l'Ouali, dit flagramment association sociale. Et tu vas avoir un huissier pour les élections, un commissaire au compte pour l'exercice comptable, etc., etc. Alors que cette institution, c'est une véritable institution. Tejmat est une véritable institution. Alors que cette institution devrait faire, et durant la guerre de libération, elle a joué ce rôle. Durant la guerre d'indépendance, Tejmat était la structure de base du wilaya, dans la wilaya 3. Et à l'indépendance, on aurait dû réfléchir comment est-ce que ces entités-là, Tejmat c'est une entité municipale, c'est une municipalité. Chacun d'entre nous se sent plus lié, parce que on se sent plus lié à Tejmat comme municipalité qu'à la fessée, qui est à quelques encablures. On ne s'est pas posé la question comment l'intégrer dans l'architecture de l'État algérien. Si je peux dire un mot, les intellectuels, entre guillemets, c'est l'élite. Et le drame de l'Algérie, c'est son élite. Je l'ai toujours dit. Parce que c'est trop facile d'expliquer l'Algérie d'aujourd'hui par son histoire à partir de 62 ou même de 70 ou même de 80. Il y a des réalités. L'Algérie a par exemple vécu une période d'ouverture intéressante après les tragiques événements d'octobre 88. Mais elle n'a pas été fructifiée. L'Algérie a vécu le Hirak, un mouvement extraordinaire pendant une année. C'est toute l'Algérie qui s'est révoltée pacifiquement. Mais l'élite algérienne n'a pas pu travailler collectivement pour fructifier ses aspirations à la liberté, à la justice sociale, à la dignité. Les sociologues, il y en a autres que ces deux personnes, mais les sociologues donnent des photographies de la société quand ils font un travail intéressant. Mais l'élite, c'est quoi l'élite? C'est le journaliste, c'est l'écrivain, c'est le médecin, c'est l'avocat, c'est soi-disant le juge, c'est tous ces gens-là qui devraient construire un pays. Au début des années 80 et même jusqu'aux événements d'octobre, on a vu une élite algérienne se démener un petit peu, mais il y avait des semblants d'ouverture. Après, il y a eu l'ouverture. Après l'ouverture de 1988, les médias, les livres, la création intellectuelle a été foisonnante. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, Mohamed. Aujourd'hui, depuis 2 ans au moins, c'est la terreur. Il y a très peu d'intellectuels qui s'expriment sur cette situation de terreur, y compris en France, y compris au Canada, y compris aux États-Unis d'Amérique. À moins, quand ils s'expriment, ils soutiennent le régime en place. J'ai appris il y a 2 jours qu'une élue française franco-algérienne à Marseille soutient la campagne électorale. Il n'y a pas de campagne électorale, c'est une mascarade du chef de l'État désigné par les généraux algériens. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Hanaf. Merci Youssef. La question d'Aglao, au début, les masques sont tombés. Mais voilà, est-ce que vraiment existe la liberté des droits de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas du point de mesure? Parce que voilà une grande différence. Est-ce que ça existe vraiment? L'aspiration à l'émancipation, l'aspiration à l'exercice des libertés et des droits, elle existe. Elle traverse toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité est habitée par cette aspiration. Jusqu'à quel point les libertés peuvent être concrétisées. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Il y a toujours des puissances, des forces qui sont intéressées à la concrétisation des libertés. Il y a d'autres qui sont menacées par la concrétisation des libertés. Donc c'est un rapport de force.
Le problème, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un seul pan seulement qui réprimait les libertés. Nous, on a eu que Pinochet, Salazar, Franco, etc. Et ben, c'est les pays capitalistes qui sont dictatoriaux, c'est clair. Mais on a eu de l'autre côté la même chose. De l'autre côté, on a eu Ceausescu, on a eu Staline, on a eu Enver Hoxha, etc., etc. Et du côté du Sud, on a eu Bourdieu, on a eu Saddam, on a eu etc. Donc la problématique, elle est générale. Elle est générale. Le rapport de force n'est pas fixé pour de bon, ça dépend des enjeux qu'il y a dans le moment. Si on prend l'exemple d'Ivka Youssef, en 88, il y a eu une ouverture. Cette ouverture, elle résultait d'une situation. Quelle était la situation à ce moment-là? L'Algérie, à partir de 86, était quasiment en situation de cessation de paiement. En vérité, l'histoire vient de plus loin, mais bon. En 1980, Ronald Reagan, l'un des conseillers de Ronald Reagan, lui a dit « On peut étouffer l'Union soviétique ». Comment on peut l'étouffer? On fait effondrer les prix du pétrole. C'est nous qui sommes en train de les financer pour qu'ils nous combattent. On fait effondrer les prix du pétrole et ils vont s'effondrer. C'est ce qu'ils ont fait, c'est la politique qu'ils ont fait. Ils ont fait effondrer les prix du pétrole. Et nous, on était dans la même situation que l'Union soviétique. Donc nous, on a commencé à avoir des problèmes à partir de 86. Et la situation était tellement difficile que le système était obligé d'ouvrir des soupapes. Il était obligé d'ouvrir des soupapes. Il les a ouverts, il y avait de l'expression, il y avait jusqu'à une certaine limite des concessions sur le plan de l'organisation, des forces politiques, etc. Mais le pouvoir n'a pas lâché tout, tous les leviers de contrôle. Est-ce qu'il y avait de la liberté à ce moment-là? Oui, par rapport à d'autres moments, par rapport à ce moment-là, oui. Mais est-ce que c'était la liberté? Est-ce qu'il peut y avoir une liberté absolue? La Déclaration des droits de l'homme, elle dit « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». C'est absolu. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que dans une société donnée, il y a eu cette liberté absolue? Non. Ça veut dire que les libertés et les droits restent un objectif pour lequel il faut lutter. Généralement, qui est-ce qui lutte pour la concrétisation des libertés? C'est les opprimés. C'est les gens qui sont délaissés pour compte, c'est des gens qui sont marginalisés, etc. Les possédants, la plupart du temps, la bourgeoisie française face à la féodalité française, face au royaume, elle était libérale. Aujourd'hui, quand on dit la gauche, c'est dit, quand on dit la gauche, eh ben, en 1789, la gauche, c'était la bourgeoisie. Et la droite, c'était les royalistes. À ce moment-là, la bourgeoisie française, elle se battait pour la liberté, elle se battait pour l'émancipation, elle se battait pour plus de droits. Mais une fois qu'ils ont pris le pouvoir, une fois qu'il y a eu Bonaparte, une fois qu'il y a eu les différents empires et la Troisième République, eh bien, ils ont fermé les vannes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient détenteurs, c'est que ceux qui se battaient pour la liberté sont passés de l'autre côté face à d'autres forces. Donc c'est historique. Les libertés, leur approche, leur conception, elle est inscrite dans le moment historique. Aujourd'hui en Algérie, prenons l'exemple de l'Algérie. Aujourd'hui en Algérie, je pense que c'est tout le monde qui se bat pour plus de droits, plus de liberté. Arbrab voudrait avoir plus de liberté et le syndicaliste affilié au PST voudrait avoir plus de liberté. Les deux devraient se battre main dans la main. Pourquoi? Parce qu'on a une situation de blocage historique, une situation de spoliation de la citoyenneté qui fait que nous sommes dans le même camp. Et le problème, ce qu'on a vu, c'est que dans les luttes concrètes, on n'a pas compris ça. Nos amis du PST ont passé leur temps dans le cadre des manifestations à Afghanistanais à taper sur Arbrab, à taper à raison sur Arbrab, mais à taper quand même alors qu'ils avaient plus de choses à défendre ensemble que de choses qui les séparaient. C'est pour ça que je dis que nos approches sont idéologiques. Moi, je suis militant de gauche, je suis révolutionnaire, je dois casser la figure aux capitalistes. Et le capitaliste, moi je suis capitaliste, je ne vais pas laisser un syndicat s'installer dans mon entreprise. Alors que les deux, ils ont intérêt à une transformation sociale qui va leur permettre de se battre demain.
Demain, ils vont se mettre sur la figure. Mais aujourd'hui, ils ont un seul combat. Donc la notion de liberté, il faut l'analyser par rapport à la situation au moment présent. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Vas-y. Vous m'avez plus ou moins provoqué par rapport à cette histoire de Rabara, dont je faisais partie du comité. Quand j'étais là-bas, je suis resté 3 ans à Mourve, etc., pour être du côté des travailleurs, chauffeurs civils, etc. Je ne vais pas m'étaler sur le problème. C'est-à-dire, ça vous nous aurez amené sur le cadre de la révolution démocratique bourgeoise ou pas, dans quelle étape historique, c'est-à-dire le sol, etc. Ça, mais en toute sincérité, c'est-à-dire pour faire le lien entre la nature du régime en dehors de ses origines, parce qu'on a toujours tendance à faire de l'histoire du régime, etc., sans justement, je parle de limites et je dirais des intellectuels, des politiques, etc., au lieu de je me séparer sur la nature du régime lui-même, c'est-à-dire comment il se structure, autour de quel intérêt gravite, quelles sont ses projections, et ainsi de suite. Je crois que le Zaïre, c'est-à-dire l'Algérie, c'est un peu particulier par rapport à notre histoire qui est particulière, etc. Donc ils sont fermés dans le régime en lui-même, c'est en dehors du régime, du pouvoir et de l'État. Je crois tous les moments où l'Algérie, c'est-à-dire c'est secouée par des mouvements sociaux. Voilà, exactement, c'est-à-dire dans les années 70, le mouvement de 80, 88, la guerre contre les civils, c'est-à-dire pendant la décennie, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets la décennie noire, 2001 et même 2019, etc. Donc je crois que ça a été tout le temps notre problème, c'est-à-dire ça a été tout le temps une crise d'origine. Ce n'est pas l'émanation, parce qu'on se pose la question de l'élite, les partis politiques, pourquoi ça n'a pas pris, même le Hirak. Moi, le Hirak, je l'ai toujours qualifié, je le qualifie jusqu'à aujourd'hui comme l'un des actes, pour moi, l'un des actes fondateurs de l'État-nation algérien. Parce que, en dehors de la guerre de libération, des expériences communes que les Algériens ont pu avoir à un moment ou à un autre dans leur histoire, différemment, dans un territoire donné, le Hirak, c'était au même moment, à un même instant, c'est-à-dire tout le monde exprimant ne serait-ce que leur refus à l'ordre établi. C'est-à-dire qu'ils aspirent à quelque chose de meilleur. Ça, c'est une réalité. En dehors, c'est peut-être que le Hirak n'a pas atteint un objectif politique défini, mais du moins, le Hirak reste, comme disait Youssef, et vous l'avez même chez Moubat, il est là. C'est-à-dire l'esprit du Hirak, il est là. C'est une expérience commune qu'il faut justement capitaliser et valoriser dans un sens pour de futures perspectives. Après, revenons à la nature du régime lui-même. Il a dit, c'est-à-dire moi, celle-là, peut-être, j'étais pas tout à fait d'accord avec toutes les options de Hachmi à l'époque dans cette décennie, c'est-à-dire moi, j'étais pas éradicateur dans ce à l'époque, comment on a classé les gens, j'étais plus dans une option ni l'un ni l'autre, dans un sens où quand on est devant deux adversaires, même deux ennemis, parce que le drame des années 90, c'est qu'il y a deux tendances politiques, même je parle des démocrates en général, toute la famille démocratique. Il y a ceux qui considéraient que le régime, le pouvoir, c'est l'ennemi principal à abattre. Ils se sont retrouvés, sans qu'ils le veuillent, alliés des islamistes. Il y a ceux qui considèrent qu'il fallait combattre l'islamisme, etc. Et bien ils se sont retrouvés alliés du pouvoir, sans qu'ils le veuillent, etc. Alors qu'on peut combattre deux personnes, deux entités en même temps. C'est vrai, peut-être qu'on ne pourrait pas les abattre en même temps, mais on peut les combattre en même temps. Chacun sur son terrain. Le régime, c'est le terrain démocratique, des luttes sociales, etc. Et l'islamisme politique, qu'il faut le combattre idéologiquement, et quand il est militaire, il faut le combattre militairement aussi. C'est vrai que c'est une tâche
un peu difficile, mais ça nous a échappé. Ça a créé des divisions, des clivages et ainsi de suite. Que au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de payer très cher. Revenons à c'est-à-dire le Hirak en lui-même, qui n'a pas produit sa propre élite. Moi, j'aurais préféré, en dehors, bien sûr, dans la transmission des anciens, des luttes anticidantes, etc., j'aurais souhaité à l'époque qu'il y ait une nouvelle élite qui devrait émerger. Parce que c'était le moment, pour moi, adéquat, le moment opportun d'acter, c'est-à-dire un pacte social, c'est-à-dire autour d'un minimum, etc., qui était des... Mais après, là, comme c'est un mouvement toujours, c'est-à-dire qui procède quand il arrive au bout de ses contradictions, il essaie de régler ses comptes par population interposée, ça a été ça. C'est sa façon d'exercer. C'est pour ça qu'il faut faire le lien avec les libertés en régression. À chaque fois que le régime il est aux abois, à chaque fois que le régime il est en état de faiblesse, à chaque fois c'est-à-dire qu'il est dans le règlement de compte, c'est-à-dire en termes surtout, parce que un régime entier, démocratique, hybride. C'est-à-dire, vous savez, l'intérêt économique c'est la rente, nous le connaissons tous. Vous avez sa façon d'opérer d'une façon bureaucratique et surtout il est hybride. Il perd ses alliances conjoncturelles. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui être allié des islamistes, demain, pour être allié des démocrates, même, peu importe. C'est ça la véritable nature, c'est-à-dire cette ronde-là. Donc, à mon humble avis, l'État existe en tant qu'institution, bien sûr, c'est un État en constitution. Parlons de la bourgeoisie, quand vous avez parlé, on n'a pas encore une bourgeoisie consistante, une bourgeoisie, je veux dire, consciente, même ses propres intérêts. Alors là, pour moi, il reste un oligarque, peut-être le plus intéressant par rapport aux autres, mais ça reste un oligarque, c'est-à-dire qu'il a été ramené, etc. Parce que 88 ou lui-même, quand on va dans la crise, dans le cadre du parti unique, il mot bondienne, allez, l'État va aller vers l'économie de marché. Et bien les libéraux, à l'intérieur du même parti unique, à l'intérieur du régime, en 88 où les rapports de force, bien avant la crise du pétrole, étaient au même rapport de force. C'est-à-dire, après, bon, 88, c'était révélateur, ça a pris, c'est-à-dire ceux qui ont pris le dessus. Le pouvoir, c'était les libéraux du FLN à travers une constitution, aller vers le privé, etc. En tous les cas, c'est acté sur le terrain, c'est-à-dire sur même de la législation, sur la loi fondamentale et la constitution. Comme la bourgeoisie libéraux du FLN, qui était là, dans en prenant le pouvoir, ils se croyaient, ça y est, ils sont assis sur quelque chose, c'est acquis, défini, c'était pas acquis. Il y avait des résistances à l'intérieur. Il y avait des résistances par rapport justement à ce partage de rente, comme on l'a partagé, parce que nous n'avons pas cette bourgeoisie qui a émergé maintenant. Ce n'est pas une bourgeoisie productive, c'est une bourgeoisie comparador, on va un peu... voilà, exactement, c'était ça, le son. Mais les élites que nous avions, malheureusement, pendant le Hirak, moi je crois, sincèrement, comme dit Youssef, j'étais obligé, je suis resté, peut-être à cause du Hirak, je suis resté 3 ans. J'avais un espoir, dans un sens. Je savais, j'étais conscient que le Hirak était miné par ses propres contradictions. Tout ça, j'étais conscient. Une petite question. Non, c'est un échange. Il n'y a pas uniquement une question. Bon, je suis tout d'accord. Des questions. Je pense qu'on peut être d'accord sur beaucoup de choses. Le système de pouvoir, ou le régime, hein, le système de pouvoir ou le régime. Au contraire, c'est intéressant. C'est passionnant, c'est pour ça que je me suis oublié. Ah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, le système de pouvoir qui existe en Algérie, c'est un système de pouvoir qui n'est ni bourgeois, ni ouvrier. C'est un système de... Oui, on va prendre une question. Malik. Malik. كاس الميكرو مالكا روح Vas-y Malik. Je t'ai interrompu, c'était pas le but. Voilà, donc je préfère être... Moi, ma question est toute simple, c'est-à-dire, depuis le Hirak à la Saguia, comme vous l'avez dit tous, c'est-à-dire, Youssef, on a tous cru en fait, on a cru à un changement. Mais ce qu'on a rencontré, c'est-à-dire 2 ans après, 2021,
Je vais parler un peu d'un domaine assez précis pour être le plus juste possible. C'est-à-dire en matière de tout ce qui est production musicale, etc. Depuis 2021 à la Saguière, on n'a jamais eu de censure dans nos radios, dans nos télés, comme cette fois-ci. Et on est même arrivé à interdire aux artistes, etc., de sortir de chez eux. C'est le cas de Lalou et plein d'autres. On a eu aussi des artistes qui ont quitté le pays vite fait parce qu'ils avaient peur de ne plus se produire et de ne plus donc jouer. Donc, est-ce que on est parti trop vite? Est-ce que, comme l'a dit tout à l'heure Youssef, nos intellectuels n'ont pas fait le travail, donc il n'y avait pas de méthodologie dans notre mouvement? Voilà, c'est ma question. Alors, je peux reprendre à partir. Oui, rapidement. Non, mais c'est un peu... 2 ou 3 questions et Non, c'est quand même... on va continuer la discussion autour d'un pain. Vas-y, Mohamed. Oui, Abdonor, bien sûr. Abdonor, il peut faire une conférence pendant 2 heures. Non, je pense... des choses sensées, parce qu'il a une expérience, Bien sûr, c'est un militant sur le terrain, depuis des années, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses essentielles à comprendre. À partir du moment où on comprend que ce qui a été brimé depuis l'indépendance, c'est tout le corps social qui a été brimé. Ce n'est pas simplement une répression politique, c'est une répression sociale. On a empêché le pouvoir en place, le régime en place a empêché la bourgeoisie de se constituer. Il a empêché la classe ouvrière de se constituer. Il a empêché les paysans de faire leur mutation. Ça veut dire que c'est un travail de casse sociale, de véritable casse sociale au sens historique. C'est un démembrement de la société. Et c'est ça qui empêche, à mon avis, c'est ça qui empêche l'émergence de véritables alternatives. J'ai une certaine lecture, elle est disons, schématique pour le moment, mais je pense qu'elle peut apporter certaines explications. Le pouvoir, en pratiquant une politique, disons, développementiste, comme elle a été baptisée, a fait monter le plus normal, comme d'habitude, comme partout. Dès qu'on élève le niveau de vie d'une société, on fait émerger des couches moyennes. Or, les couches moyennes, elles sont porteuses de revendications démocratiques. Donc, quand on arrive dans les années 70, la fin des années 70, on a cette montée des revendications, des aspirations démocratiques. Et ça se concrétise dans quoi? Ça se concrétise dans le printemps 80. Le printemps 80 a été l'expression de la montée des couches moyennes et de leurs aspirations à plus de droits, à plus de liberté, etc. Le pouvoir a compris à analyser la situation, chose que nous n'avons pas fait nous. Nous, on est resté sur l'apparence. C'est un mouvement culturel, c'est une revendication identitaire, etc., etc. On n'a pas été en profondeur. Le régime, j'en suis convaincu, a été en profondeur. Et après, il a tiré des leçons. Il a dit que j'élève le niveau, j'investis, je construis des usines, quelles qu'elles soient, j'élève la demande sociale. Je porte la demande sociale à un niveau élevé. Et donc je suis contesté à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que je fabrique mes fossoyeurs. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, il faut que je fasse monter dans la société des forces antisociales. Il faut que je contrebalance cette montée de l'aspiration démocratique par des forces qui vont casser cet élan-là. Et il a ouvert la porte aux islamistes. Il a ouvert la porte aux islamistes. C'était un choix stratégique. Et c'est un choix qui a fonctionné. Puisque la paupérisation qui est venue par la suite a cassé l'élan des couches moyennes, a écrasé les couches moyennes. Mais en même temps, les forces qu'il a libérées, le monstre qu'il a libéré, a pris de l'ampleur. Et on arrive à 86-88, où il était obligé, pour se sauvegarder, de concéder des espaces. Il a concédé des espaces. Ces espaces-là, c'est vrai qu'ils ont permis certaines expressions, mais ils n'ont pas permis une reconstruction sociale. Ils n'ont pas permis à la société algérienne de se restructurer et de reconstruire ses ressorts. Et on est toujours dans la même réalité. Quand dans les années 90, le pouvoir fait monter les oligarques, qui est-ce qui en est victime? C'est d'abord la bourgeoisie nationale qui en est victime. C'est d'abord elle qui paye le prix. Parce que l'espace qui est occupé
par les Haddad, les Kouninef, etc. Bien sûr. Alors, le Brab, c'est un cas particulier parce qu'il est productif. Et ça, à partir du moment où il est productif. Il est aussi particulier. On ne va pas s'attarder sur le Brab. C'est une analyse, Et à mon avis, c'est cette question de reconstruction sociale, c'est cette question de nouveau contrat social qui est posée à la société algérienne. Très bien. Voilà. Question de alors, notre artiste. la question de la répression. Moi, à mon avis, il faut pas. C'est comme cette question de l'analyse de la trajectoire historique. Il ne faut pas s'arrêter à la répression. Moi, à mon avis, ce qui est marquant aujourd'hui, ce qui est marquant dans la situation d'aujourd'hui, c'est l'incapacité du régime à faire deux choses. À reconstruire le consensus en son sein. Ils en sont incapables. La preuve, c'est qu'ils ont reconduit Tebboune. S'ils étaient capables de s'entendre sur autre chose que Tebboune, ils l'auraient fait. Or, ils sont incapables de le faire. Donc, ils sont obligés de donner le 6e mandat à Tebboune. Parce qu'on est dans le 6e mandat, on va être dans le 6e mandat, on vient de terminer le 5e. Il n'y a pas eu de changement. Un seul mandat, 62 le deuxième élément, c'est qu'ils sont incapables de formuler une proposition politique à la société. Totalement incapables de le faire. Parce qu'on peut avoir un régime, un pouvoir répressif. On peut avoir un pouvoir qui arrête les gens, qui les fait disparaître, ou tout ce qu'on veut, c'est un pouvoir répressif. Mais ce pouvoir répressif peut être capable de faire une offre politique, de tracer une voie, quelle qu'elle soit. Or, le régime qui est en place aujourd'hui en Algérie, et c'est ça qui prouve sa faiblesse, à mon sens, il est incapable de formuler la moindre proposition. Sauf à dire que nous sommes la 3e économie à l'échelle de la galaxie, ou que, je ne sais pas... Il a vraiment dit ça, ce type? Il a dit qu'il était la 3e économie à l'échelle mondiale. Non, c'est pas un montage. Non, il a dit exactement, nous sommes la 2e économie à l'échelle africaine, la 3e à l'échelle mondiale, et ceci n'est pas venu de rien. Donc c'est... Bravo. Bon, on termine sur cette blague. Merci d'être venu. La semaine prochaine, on recevra notre ami Ali. Merci, Telmirt. On continue la discussion autour d'un verre. Telmirt et Mohamed.